Comme ça vient d'être dit, Tcal, c'est une boîte qui a 3 ans. On offre une plateforme pour organiser une traçabilité bout en bout en fait, pour les industriels. Et avec initialement un prisme très axé dans l'agroalimentaire. Et puis progressivement, on a étendu avec des clients dans l'aéronautique et actuellement pas mal de travaux en cours dans le textile et les cosmétiques. On voit que les sujets s'écartent. Et ce qui est intéressant justement, c'est que quand on parle de traçabilité, on s'aperçoit qu'assez vite, dans chaque secteur, voire chaque industriel pense qu'il a des problématiques hyper spécifiques, dont d'ailleurs il ne faut pas trop parler parce que bon, il y a plein de dysfonctionnements, mais donc il ne faut pas trop en parler à l'extérieur. Mais en fait, cette Non. impression de spécificité, elle est relativement fausse, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes grands enjeux qui existent en fait dans un peu les mêmes grands phénomènes qui existent dans un peu toutes les industries, avec des formes différentes, ça peut être à différents endroits de la chaîne de valeur, mais globalement, on trouve des patterns qui sont extrêmement communs. Et donc, c'est ça que je voudrais un peu partager avec vous, un peu une idée de c'est quoi les grands enjeux de traçabilité. Et alors là où c'est important, c'est que c'est finalement ça qui permet, in fine, on va le voir progressivement, d'arriver à ce que décrivait Sana, c'est-à-dire de réussir à être transparent. Et en effet, quand on se pose la question finalement de la traçabilité par exemple d'une veste, on voit assez vite que c'est une question qui est assez complexe. C'est-à-dire qu'on peut prendre plein d'angles pour regarder cette question. Est-ce que c'est d'où vient cette veste? Combien de fois elle a fait le tour de la planète? Est-ce que c'est de quoi elle est composée? Et d'où viennent ces différents composants? D'où vient, je ne sais pas, son coton, son recyclage, etc. Est-ce que c'est sur son histoire? Est-ce que c'est sur son impact environnemental et sociétal, les conditions de travail, par exemple, qu'évoquait Sana? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle ait été vendue sur s'il y a un second marché pour ce produit? Enfin bref, derrière une question qui paraît très simple, qui est finalement d'où vient ce produit, qui peut être une question qu'un consommateur peut poser dans une demande de transparence. On voit qu'en fait, il y a plein d'enjeux très différents qui arrivent et qui peuvent dépendre à la fois de la nature du produit, mais aussi des volontés de communication de chaque industriel. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'en fait, toutes ces questions, même les plus simples, on s'aperçoit qu'on y répond relativement peu, en fait, ou de façon relativement peu crédible. Je vais prendre un exemple peut-être un peu caricatural, mais qui est quand même un exemple de la vraie vie de tous les jours dans le food, qui est un secteur qu'on connaît bien. Quand vous allez au supermarché à côté de chez vous et que vous achetez une bouteille d'huile d'olive, si vous regardez son origine, vous avez une assez forte chance de voir sur la bouteille origine UE ou non UE. Alors là, vous êtes vachement avancé, c'est-à-dire que c'est une huile dont les olives viennent soit de l'Union européenne, soit pas de l'Union européenne. C'est génial. C'est vraiment une transparence totale. C'est un marquage qui est assez informatif, mais qui en fait dit essentiellement quoi? Dit essentiellement, en fait, il n'y a que deux vraies hypothèses. La marque ne veut pas vous dire, donc elle n'est pas très fière de l'origine de ses produits, ou alors elle ne sait pas. Et il ne faut pas sous-estimer cette possibilité, c'est que juste en fait elle ne sait pas. Et donc en fait, il y a de notre point de vue en fait quatre grands enjeux qui font qu'aujourd'hui, pour les marques, de manière qui sont plus ou moins forts pour chacun, quatre grands enjeux qui se posent par rapport à cette question de traçabilité. Le premier, c'est j'arrive à passer sur, ouais, le premier, pardon, c'est ce que Sana a pas mal évoqué, qui est la question de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile, ou ça devient de plus en plus difficile, de faire une impasse sur la question de la transparence. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a une espèce de mon point de vue, en tout cas, il y a une forme de dissociation qui s'est créée entre le marketing en place depuis 40 ans, qui consiste en gros à dire faites confiance dans mon produit, faites confiance en mes engagements, parce que moi, marque, je vous le dis, qui est une position qui a suffi pendant longtemps, et des phénomènes où on commence à se rendre compte au fur et à mesure de rappels qui ne fonctionnent pas bien, au fur et à mesure de scandales comme celui du Rana Plaza, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui est
comment dire, on a finalement raconté une histoire très simpliste aux consommateurs et qui se retrouvent de plus en plus confrontés à la réalité industrielle. Et ça crée un gap. En gros, on explique que c'est Pierrette qui va ramasser les œufs le matin avec son panier. Mais d'un autre côté, on voit des photos d'élevage de poulets où il y a 4000 poulets dans une bande. Et la réalité, c'est que c'est normal qu'il y ait 4000 poulets dans une bande. C'est que c'est normal que les poulets soient dans un entrepôt. C'est pas, et que si on veut tous avoir des œufs le matin, bah, ce n'est pas Pierrette qui va les ramasser avec son panier. Mais à force de raconter une histoire très lénifiante, on finit par créer un gap avec le consommateur et à créer du coup une inquiétude. Et je pense que l'enjeu de la transparence, il est en tout cas pour les marques qui font bien leur job, et c'est heureusement la majorité, l'enjeu, c'est de réussir à fermer ce gap et à sortir du piège de la communication trop lénifiante, trop lisse. Le deuxième enjeu qui se pose, c'est que c'est que ce n'est pas si facile, pour une raison toute simple, c'est quand on parle de traçabilité de la veste, en fait, votre veste là, c'est une veste à deux moments dans son cycle de vie. C'est une veste quand elle est au bout de la chaîne de fabrication, et c'est une veste quand elle est dans mon placard. Avant et au milieu, et entre ces deux événements et avant, c'est rarement une veste. C'est-à-dire qu'en amont, ça va être des bouteilles plastiques qui doivent faire l'objet d'un recyclage parce que c'est de la fibre synthétique, ça peut être du coton, ça peut être tout un tas de composants qui drainent toutes leurs problématiques soit de traçabilité, soit de conditions. Et puis au milieu, dans la chaîne d'approvisionnement, en fait, vous ne manipulez jamais une veste. Vous manipulez un carton, vous manipulez une palette, un camion, un conteneur, tout ce que vous voulez, mais jamais vous n'avez l'accès à la veste elle-même. Et pourquoi c'est important? Parce que ce que ça veut dire, c'est que la traçabilité de la veste, au sens de truc aussi simple que quelle est son histoire et par où elle est passée, ne peut pas reposer sur la veste elle-même. C'est-à-dire que parfois, la traçabilité de la veste, c'est ce qui se passe dans le champ de coton et comment les ballots de coton ont été faits et comment ils ont été transportés, dans quelles conditions d'humidité, etc. Quelles étaient les conditions de travail dans le champ, peut-être aussi. Et puis, quand vous êtes en aval, la traçabilité de la veste, par où elle est passée, ça peut être un marquage sur le carton, ça peut être une puce RFID sur un conteneur, ça peut être un IoT sur un camion. Mais dans tous les cas, ça n'est pas le marquage de la veste qui permet d'en assurer la traçabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir gérer, si on veut pouvoir tracer les choses, il faut pouvoir gérer différents niveaux d'agrégation, il faut pouvoir agréger des données de fournisseurs très différents, de nature très différente, au fur et à mesure du cycle de vie. Et là où ça devient particulièrement coton, si j'ose dire, c'est que ce cycle de vie, il n'est pas simple. C'est-à-dire que quand vous allez voir un grand cabinet de conseil en stratégie, il va vous dessiner votre supply chain sous une forme d'une chaîne de valeur qui est celle, en gros, qui va ressembler à ce que je vous montre sur la gauche. Et donc, finalement, tout ça, c'est bien simple. Hein. Il y a des producteurs, il y a des logisticiens, il y a des usines, il y a du transport, puis ensuite, il y a des entrepôts et des magasins. Ouais, mais dans la vie, ce n'est pas comme ça. C'est jamais comme ça. C'est plus jamais comme ça. Dans la vie, une supply chain simple, ça ressemble plutôt à ce qu'il y a sur la droite. Et vous avez des questions de co-packing, vous avez des questions de sous-traitance dans le transport. Ce n'est pas anormal, c'est même assez courant dans du transport, par exemple, entre le prestataire de logistique avec qui vous contractualisez et le gars qui amène son camion, vous pouvez facilement avoir 4, 5, 6 niveaux de sous-traitance. Donc, en fait, vous ne savez pas qui est en train de transporter vos marchandises. Et ça, on le retrouve de plus en plus par la fragmentation progressive qui s'est faite avec l'extension et la globalisation des chaînes d'approvisionnement. On retrouve ce genre de fragmentation, de niveau de sous-traitance, etc., à tous les niveaux. Oui. À l'extrême aval, avec le foisonnement de sites e-commerce sur des grandes plateformes qui parfois ont des durées de vie de quelques semaines et qui écoulent vos produits ou des produits qui ne sont pas les vôtres mais sous votre marque. Et puis on retrouve ça évidemment en amont dans le manufacturing, etc. Et là-dedans, j'évoque même pas ce qui se passe dans les zones de libre-échange, etc. Enfin, on reste encore sur le schéma de droite, sur des schémas très, très simples. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'une supply chain, c'est un environnement qui, de plus en plus, est un environnement extrêmement explosé, extrêmement distribué, pour prendre un terme un peu informatique, qui bouge tout le temps. C'est-à-dire que les sous-traitants qui sont dans votre supply chain, en fait, il y en a une partie qui rentre et qui sort en permanence et vous ne le savez pas. Et puis, c'est plein d'acteurs qui ont des niveaux de maturité super différents, qui sont soumis à des lois différentes, qui ont une approche des conditions de travail qui sont différentes, qui ont une approche de ce qu'est
acceptable ou pas, qui n'est pas le même. Je vais prendre un exemple sur lequel, que je trouve assez passionnant dans le monde des cosmétiques. Il y a un minéral qui est vachement utilisé qui s'appelle le mica, qui est un minéral qui donne cette apparence un peu glossy, un peu brillante au rouge à lèvres, aux eyeliners, mais aussi aux peintures de voiture d'ailleurs. C'est au-delà des cosmétiques. 25% du mica mondial provient d'Inde. Ça fait 30 ans que l'exploitation du mica est interdite en Inde. Okay. Donc 25% du mica qui circule dans le monde est extrait illégalement. Et c'est effectivement des mines qui sont sous contrôle globalement de groupes plus ou moins criminalisés. C'est un minéral qui est extrêmement friable. Donc en fait, les boyaux sont petits. Donc qu'est-ce qu'on envoie dans les boyaux des mines de mica, en particulier en Inde? Essentiellement des gamins, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des mines petites. Et ça représente 25% de l'approvisionnement mondial des marques de cosmétiques, des marques de peinture, etc. C'est assez compliqué d'être au courant quand vous êtes une marque. En tout cas, c'est facile de ne pas être au courant. Et les questions que ça pose sont des questions qui sont aussi locales au pays d'approvisionnement, où les règles ne sont juste pas les mêmes. Bref, ce que je veux dire, c'est que les supply chains sont devenus des environnements complexes, extrêmement hétérogènes, et que assurer la traçabilité d'un produit bout en bout nécessite de prendre en compte et d'intégrer cette hétérogénéité et de s'y adapter, y compris d'un point de vue collecte de l'information. Et puis le quatrième enjeu, c'est que il y a une perte de contrôle progressive qui s'exerce sur beaucoup de chaînes d'approvisionnement et qui vient avec un risque assez croissant. Et ce risque, on le voit sur plein de choses. On le voit par exemple quand vous avez le Commonwealth, là il y a un exemple du gouvernement australien, mais l'ensemble du Commonwealth ça fait ça, qui passe récemment des lois sur l'esclavage moderne en expliquant que c'est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises du Commonwealth. Ça paraît assez fou, mais l'esclavage moderne, l'esclavage, c'est un sujet de notre modernité. Ce n'est pas un sujet du XVIIIe siècle. Ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui, bon an, mal an, 200 millions d'esclaves dans le monde, dont, bon an, mal an, 73 millions d'enfants qui ont moins de 15 ans, et qui bossent sur l'approvisionnement, la fabrication d'un certain nombre de produits qu'on consomme tous les jours. C'est un sujet d'aujourd'hui. C'est d'autant plus, et c'est un sujet d'aujourd'hui alors qu'on peut voir sur un angle légal, mais qu'on peut aussi voir, ces sujets de sourcing et des conditions de sourcing sous des angles purement business. Et je vais prendre un exemple dans un domaine complètement autre. Il y a une entreprise qui s'appelle le LME, le London Metal Exchange, qui est la plus grosse bourse mondiale de trading de métaux. Le LME, il y a 6 mois, a dit que d'ici 2024 ou 2025, il voulait que la totalité des entreprises qui trade des métaux, donc typiquement de l'or, du cobalt, du tungstène, etc., sur leur bourse, soit capable d'assurer la traçabilité intégrale du sourcing de ces métaux. Et sinon, ils se donnent le droit de délister les entreprises qui ne sont pas capables de fournir une traçabilité complète. C'est-à-dire que là, on est dans une situation qui est intéressante, c'est-à-dire un acteur vraiment de l'infrastructure économique. On n'est pas sur des dangereux altermondialistes, on est vraiment sur la principale bourse de trading de métaux au monde qui dépend du Hong Kong Stock Exchange. Donc vraiment l'infrastructure capitaliste dans tout ce qu'elle a de plus pur, qui dit, moi, dans 5 ans, si vous ne savez pas assurer l'origine du cobalt, du tungstène, de l'or, de l'argent, etc., que vous tradez chez moi, vous n'avez plus de business. Je vous arrête. Donc il y a vraiment, et ça, pourquoi est-ce que ça émerge ça? C'est pas juste parce qu'il y a une demande de transparence des consommateurs. C'est parce que la complexité des chaînes d'approvisionnement a entraîné un certain nombre de dérèglements qu'on appelle globalement le commerce illicite, dont la forme la plus aboutie qu'on peut voir, c'est la contrefaçon, et que ces choses-là commencent à avoir un impact extrêmement important sur notre économie. Je prends 2 chiffres. La contrefaçon, quand on regarde les importations dans l'Union européenne, de l'OCDE il y a peu de temps, en 2016, les 7% des importations dans l'Union européenne étaient ou comportaient de la contrefaçon. 7%, c'est-à-dire un produit sur 15, tout confondu, toute industrie confondue, qui rentre dans l'Union européenne en 2016,
et de la contrefaçon, avec une augmentation par rapport à 2013 de plus de 40%. Donc on est sur des phénomènes qui sont très importants en volume et qui sont en croissance très importante. Donc on est vraiment face à ce qu'on peut appeler un dérèglement. Et globalement, quand on regarde l'ensemble du commerce illicite, c'est-à-dire la mise sur le marché de produits légaux, mais qui contiennent de la contrefaçon, qui ont impliqué du travail d'enfant, qui ont impliqué des dégâts environnementaux sévères, etc. L'ensemble de ça, le commerce illicite, aujourd'hui, ça représente un business, bon an, mal an, de 2000 milliards de dollars. Si c'est 2000 milliards de dollars, pour se donner un ordre de grandeur, c'est le PIB de l'Espagne. Okay, donc ce serait un pays du G20 si c'était un pays. Voilà. Donc on est sur des phénomènes qui sont très importants et qui éclairent une chose, je pense, quand on regarde l'ensemble de ces 4 enjeux, c'est que bien sûr tout le monde dit toujours, j'ai entendu 10 000 fois depuis 3 ans, mais en fait ça fait 40 ans qu'on fait de la traçabilité. Ben c'est vrai, ça fait 40 ans que tout le monde fait de la traçabilité, que tout le monde dit on fait de la traçabilité. Mais le constat, c'est que les approches qu'on a depuis 40 ans de la traçabilité, aujourd'hui, ne fonctionnent plus par rapport à notre fonctionnement économique. C'est-à-dire que les audits et les expertises et tout ça, c'est très très bien, mais ça couvre une toute petite partie des flux mondiaux, que quand vous envoyez un auditeur dans un champ de coton, dans une plantation de cacao, bah bien sûr qu'il n'y a pas de gamin le jour où il y va. Bah bien sûr, mais il y va une journée par an, au mieux. Donc qu'est-ce qui se passe ces 364 autres journées? Ben, c'est compliqué à savoir. C'est là où des mécanismes comme ce qu'expliquait Sana sont très intéressants pour pouvoir continuer à créer un faisceau d'informations en permanence. Bien sûr, tout le monde a des systèmes de traçabilité ou à peu près. Ouais, sauf qu'en fait, quand on creuse un petit peu, à plein d'endroits, ces systèmes de traçabilité, en fait, c'est des cahiers papier, c'est des trucs où c'est difficile d'extraire les données, etc. Bref, c'est de la donnée qui est rarement atteignable. Et bien sûr, il y a plein d'IoT et de marquages qui sont mis à droite et à gauche. Néanmoins, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que la traçabilité ne repose pas sur un marquage. Ça repose sur l'agrégation de plein de marquages, celui des camions, celui des containers, celui des produits, etc. Et que donc, tant qu'on ne fait pas cette mise en commun d'informations, bah, en fait, on n'a qu'une vue extrêmement parcellaire et dont on ne peut pas tirer beaucoup d'informations. En clair, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plein de morceaux d'approche locale qu'on a appelé de la traçabilité, mais qui sont plus, je trouve, des espèces de regards locaux qu'on met sur les supply chains. Mais ce qu'on peut vraiment appeler de la traçabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur ma supply chain bout en bout, sur l'ensemble du cycle de vie de mon produit, bah en fait, ça doit être une approche assez différente, c'est-à-dire qui prend vraiment en compte le bout en bout, tous les acteurs, sous différents angles et avec une information qui est exploitable en temps réel, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En 2 mots, Ethical, qu'est-ce qu'on fait? On fournit justement une plateforme qui permet de mettre en place, fournir des outils numériques pour mettre en place ce genre de traçabilité bout en bout, avec vraiment 2 grands volets. Un, on met en place un réseau de collecte de données qui groupe dont nos clients et leurs fournisseurs sont des parties prenantes. On exploite des technologies dont on parle trop et parfois pas très bien, qui s'appellent en particulier des blockchains, qui permettent de mettre en place ce genre de réseau de partage de données de manière sécurisée, de manière assez simple en fait. Et puis ensuite, on va… Oui. Justement, Mathieu, je Ouais. t'interromps là-dessus parce qu'effectivement, votre solution repose sur la blockchain et je trouve que votre approche, elle est hyper intéressante puisque la blockchain, finalement, c'est un outil. Ouais. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que finalement, quand on décide de mettre sa donnée sur cette blockchain, on peut plus se masquer, enfin se cacher derrière des masques, pour pas faire de jeu de mots. Mais en gros, on sait quel acteur a donné quelle information. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est complètement nouveau par rapport, tu dis, il y a 40 ans qu'on fait de la traçabilité, sauf qu'effectivement, on peut raconter qu'on fait de la traçabilité sans forcément en faire. La différence ou la nouveauté, la grande révolution avec la blockchain, c'est que cette traçabilité, il y a le nom de Pierrette, ou il y a le nom de Jacques, et il y a le nom de John qui apparaît. Donc finalement, c'est sa crédibilité qui va être en jeu et on va savoir s'il y a un problème, on va pouvoir remonter à John, à Pierrette ou à Jacques. Tout à fait, mais en fait, il y a un phénomène qui a plusieurs… il y a 2 visages là-dedans. Il y a Ouais. effectivement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a finalement un phénomène de responsabilisation en quelque sorte. Je dis quelque chose, faut que je fasse un petit peu attention à ce que je dis, quoi. Parce qu'effectivement, on va pouvoir remonter. Mais tu as un autre phénomène qui est à l'inverse. J'ai dit quelque chose,
on ne pourra pas venir remettre en cause ce que j'ai dit. Et ça, donc il y a une forme de réassurance dans l'autre sens. Et ça, en fait, c'est relativement important. Parce que très concrètement, en particulier on l'a vu hein, dans l'alimentaire, dans des cas de rappel relativement récents, où quand on voit des rappels qui ne fonctionnent pas bien, où il faut plusieurs mois pour retirer les produits des rayons, etc., bah en fait, assez vite, il y a un jeu sur la responsabilité qui se crée. C'est-à-dire que l'industriel qui dit bah, moi, si le rappel n'a pas été fait correctement, ce n'est pas de ma faute parce que j'ai donné la liste des lots à rappeler. Et donc, le problème de rappel, c'est le problème des distributeurs qui ne savent pas où sont les produits dans leur magasin. Et puis, à l'inverse, les distributeurs qui disent ah bah non, moi, si j'ai du mal à rappeler les produits des rayons, c'est parce que l'industriel ne m'a pas donné la liste des lots à rappeler à temps. Donc, du coup, évidemment, c'est compliqué. Et ça, c'est concrètement ce qui se passe dans des cas de rappel en France aujourd'hui, où il y a 2 ans. C'est assez intéressant de voir, et enfin, je dirais, il y a un côté très humain. Hein. À un moment donné, on a des rappels sur des cas un peu importants. Tout le monde essaie de se protéger, de renvoyer la balle sur l'autre. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à supprimer ce genre d'ambiguïté et à savoir où sont les responsabilités, pas tant d'ailleurs pour montrer du doigt X ou Y, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est qu'à un moment donné, si on ne sait pas mettre sur la table quelles sont les responsabilités, par exemple, quand on met 4 mois pour rappeler du lait pour enfants des rayons, la réalité, c'est que si on ne sait pas dire qui est responsable de ça, on ne sait pas corriger le problème. Et ça veut dire que la prochaine fois qu'on sera confronté à un même rappel, il se repassera la même chose. Donc c'est extrêmement important de pouvoir revenir à finalement quelle est la source du problème. Et puis on la corrige. On n'a pas besoin d'être hystérique et de se montrer du doigt. Encore une fois, mais connaître la source, objectiver la source et la raison d'un dysfonctionnement, c'est complètement indispensable pour pouvoir le corriger. Et donc effectivement, Blockchain permet d'amener ça, c'est-à-dire de poser une base de discussion, j'allais dire, commune et d'une certaine façon saine, c'est-à-dire on enlève l'ambiguïté, on enlève les effets de communication, les effets de manche. Voilà, on regarde ce qui s'est passé pour de vrai, quoi. En tout cas, qui a dit quoi. Ouais. Et donc, ce réseau il permet de faire ça. Et puis ensuite, nous, on va analyser cette donnée pour justement donner de l'insight sur comment s'est déroulée la supply chain. Et avec différents angles de vue mais qui sont extrêmement complémentaires de mon point de vue. Je vais l'illustrer avec quelques cas clients, puis j'en aurai terminé. Qui sont soit un angle purement opérationnel. Qu'est-ce qui se passe dans ma supply chain? Qu'est-ce qui se passe dans mes stocks, dans les stocks de mes produits chez des tiers, etc. Un angle de conformité. Comment est-ce que je peux réussir à prouver ou à montrer à des autorités que je suis conforme à un certain nombre de réglementations fiscales, sociales, etc. Et puis l'angle plus transparence, qui est comment est-ce que je raconte à mon client, à mon consommateur, une histoire qui est un petit peu crédible, quoi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire le chocolat Milka, c'est un chocolat au bon lait des vaches, au bon lait des Alpes. C'est vrai, c'est vraiment une vache mauve dans les Alpes qui fait le lait du chocolat au lait. C'est pas évident. D'où ça vient? Mon lait, d'où il vient? Ma fameuse huile d'olive de tout à l'heure, on peut peut-être aller un chouïa plus loin que origine UE ou non UE. On peut peut-être dire que c'est 53% d'olive d'Espagne, et puis 33% d'olive de Tunisie, et puis X% d'olive de je ne sais où. C'est pas complètement inintéressant. Et après ça, chacun choisit ce qu'il veut payer comme huile d'olive en fonction de l'origine, de ce qu'il veut financer, etc. Quelques exemples réels. Un dans le textile qu'on est en train de mettre en place avec une marque justement très engagée et qui veut pouvoir démontrer l'origine des produits, les zones de fabrication de ces vêtements, l'origine des fibres et éventuellement les conditions de travail en fait, dans l'extraction de ces fibres. Il y a un truc qui est assez intéressant là-dedans. Je trouve, enfin, moi j'ai découvert, mais je trouve ça assez génial. C'est une marque qui font un certain nombre de leurs produits sont à base de fibres synthétiques, des vêtements un peu techniques, etc. Et donc ils utilisent, comme une marque assez engagée, ils utilisent du plastique recyclé, des fibres issues de plastique recyclé. Et alors, j'ai découvert un truc, je ne savais pas, mais ça dit bien ce qu'on peut appeler, ce que j'entends par perte de contrôle et dysfonctionnement. Un de leurs problèmes, c'est qu'il existe du plastique recyclé de contrefaçon. Et alors ça, c'est quoi? C'est en fait des gens,
pas mal en Chine, qui fabriquent du plastique alimentaire qui n'est jamais utilisé pour l'alimentaire, qui est immédiatement recyclé pour faire des fibres synthétiques. Parce qu'en fait, le prix de ces fibres synthétiques est bien plus intéressant que le prix du plastique alimentaire à l'origine. Donc là, on est sur de la production de plastique uniquement pour le recycler en fibres synthétiques. Et ensuite pouvoir dire c'est de la fibre d'origine recyclage. On est quand même sur des trucs qui sont un petit peu délirants, un peu en termes de dysfonctionnement. Et puis, ils veulent en fait étendre cette notion de transparence à finalement tout ce qui est service après-vente, dans les réparations de ces vêtements, pour faire le suivi des réparations de ces vêtements, du contentement des consommateurs, etc. Deuxième cas différent sur plus du contrôle opérationnel, on travaille avec Danone en fait sur la traçabilité de leur approvisionnement de lait infantile vers la Chine. Donc là, on est sur un très gros projet, on est sur la sérialisation unitaire, donc marquage unitaire avec un numéro unique de toutes les boîtes de lait vers la Chine, marché où il y a des gros risques, des cas très avérés de contrefaçon. Et donc là, on assure en fait la traçabilité de tous les approvisionnements, donc soit les boîtes, soit les cartons, soit les palettes, en différents niveaux d'agrégation, à travers plus d'une centaine d'entrepôts des distributeurs tier 1 et tier 2 en Chine. À quoi ça sert? Ça sert d'un côté pour Danone avoir une vue temps réel de l'état des stocks des produits Danone dans plus d'une centaine d'entrepôts de leurs distributeurs tier 1 et tier 2. Donc ça en termes de forecast, en termes de vue sur des stocks qui sont dont les DLC sont en train d'échoir, etc. C'est juste une visibilité exceptionnelle. Et puis par ailleurs, ça leur permet de communiquer auprès des consommateurs chinois pour leur dire, bah voilà, le lait pour enfants que vous êtes en train d'acheter, il ne vient pas de Chine, il vient d'une de 6 usines dans le monde. Voilà quand est-ce que ça a passé la douane, voilà par où c'est passé en Chine. Et donc si tu l'as entre les mains, bah, en fait, nous, Danone, on maîtrise complètement le cycle de vie et on sait pourquoi tu l'as entre les mains, donc tu peux nous faire confiance. Donc là, on voit qu'on est pile à l'articulation entre l'utilisation de la traçabilité à des fins opérationnelles, et à des fins vraiment de performance industrielle, et l'utilisation de la traçabilité à des fins de réassurance du consommateur et de transparence. Et juste dernier cas, et j'en aurai fini après ça, pour donner un autre angle de vue, on travaille avec un acteur de l'aéronautique qui fabrique des pièces détachées pour des gros avions. Ils importent de la matière première. Quand vous importez de la matière première dans l'Union européenne, vous avez le droit à utiliser pour l'aéronautique civile, vous avez des régimes fiscaux spéciaux, quasiment pas de taxation douanière. Donc vous importez cette matière première, vous la transformez, vous faites des pièces pour les avions, c'est installé sur les avions, et vous avez 3 ans après la douane qui vient et qui dit « Maintenant, montrez-moi que tout le lot de matière première que vous avez importé il y a 3 ans, que ça a été intégralement utilisé pour de l'aéronautique civile. Et que donc vous aviez le droit d'appliquer le régime fiscal spécial. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, 3 ans après, il faut pouvoir fournir un dossier aux douanes qui montre toute l'utilisation dans votre chaîne de manufacturing et jusqu'à l'installation finale de la totalité de la matière première. Autant dire que c'est relativement compliqué de dépiler ce genre d'historique. Donc typiquement, là, pour eux, la traçabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre depuis l'importation jusqu'à l'installation, au fur et à mesure, tout le cycle de vie du manufacturing et préparer le dossier fiscal pour les douanes au fur et à mesure de la production pour être capable de prouver n'importe quand ce qui s'est passé. Donc c'est un angle de vue qui est encore complètement différent, mais qui est exactement complémentaire finalement de ce qu'on a vu précédemment. En résumé, je pense que s'il y a une chose vraiment qu'il faut retenir de mon point de vue, c'est que les engagements de marque, c'est bien, mais on ne peut jamais s'engager que sur ce qu'on sait, sinon on s'engage sur du vent. Et ce qu'on sait, finalement, c'est ce qu'on peut appeler de manière très large la traçabilité. C'est parce qu'on a une vue sur ce qui se passe dans son approvisionnement, ce qui se passe chez ses fournisseurs, qu'on maîtrise la réalité industrielle et la réalité opérationnelle, qu'on est capable de donner la transparence. C'est vraiment traçabilité et transparence, de mon point de vue, c'est vraiment les deux faces d'un même Janus, qui c'est un peu le Janus de l'engagement, si je veux dire. Voilà. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'échanger avec vous. Super. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette magnifique présentation. C'était extrêmement clair.
Ça complète extrêmement bien les sujets que donc ont présenté ou adressé Sana. Ça complète effectivement donc tous ces enjeux de transparence. Est-ce que vous avez des questions, les personnes qui sont avec nous depuis le début? Alors, soit sur le chat, soit par écrit, soit vous pouvez activer vos micros si vous avez, voulez nous commenter, partager, si ça vous fait en tout cas réagir. Non, merci beaucoup. Ok. Très bien. En tous les cas, c'était très intéressant et ça montre bien en fait l'importance aujourd'hui de tracer en fait, de tout tracer ce qu'on est en train de faire. Et les deux présentations étaient vraiment très intéressantes. Super. Oui, j'avais une question. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Frédéric Voll. J'avais une question sur le modèle économique de la transparence. Alors, dans le milieu du textile, parce que finalement, tout le monde est d'accord sur l'intérêt, l'utilité, l'enjeu. Mais après, par quoi on commence et qui paye? Est-ce que ce sont des petites marques qui se positionnent d'emblée là-dessus? Est-ce que c'est des budgets RSE des grands groupes? Voilà, avoir quelques éclairages sur les modèles économiques qui sont, pour être encore plus concret, du qui paye quoi pour mettre en œuvre ce qui a été présenté avec les exemples. Et puis aussi, il y a la question du pilote, de financement d'un pilote pour voir. Et puis, il y a le business model dans la durée. Est-ce que finalement, c'est le consommateur qui va payer, etc. Et voilà, donc, comment vous avez réussi à proposer vos solutions respectives auprès d'opérateurs et quel est le modèle économique derrière? Ok, très, très clair, merci. Sana, est-ce que tu veux répondre? Bonjour Frédéric, merci pour la question, je vais y répondre. Alors, nous, on travaille soit avec des PME ou des grandes entreprises, donc on a eu les deux cas. Alors, on est sur un modèle, alors ça dépend. Soit on fait d'abord, c'est-à-dire que ce qu'on a remarqué qu'avec des PME, en général, ils n'ont pas fait de diagnostic, ils n'ont pas d'indicateur de pilotage, ils n'ont rien. Donc, si on parle de cas de PME, on va commencer d'abord par faire une évaluation ponctuelle, statique, faire un état des lieux, diagnostic de l'entreprise et aussi des fournisseurs. Donc là, on est sur une évaluation qu'on va faire qui va nous aider à définir un tableau de pilotage, des indicateurs, des sous-indicateurs, une mission, enfin, et des indicateurs qui soient cohérents avec la mission de l'entreprise, avec sa vision. Ensuite, une fois qu'on a défini tout ça, on va passer sur des évaluations continues. Après, c'est au choix de la marque, évidemment. Alors, sur l'évaluation continue, ça dépend des secteurs. On est sur du mensuel, donc c'est une évaluation par mois. C'est des abonnements on est autour de 250 € par mois, par évaluation. En fait, c'était pour nous au début, tout un challenge. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que évaluer, ça coûtait cher et que la seule façon d'apporter une transparence sur l'ensemble d'un parc fournisseur qui est quand même, pour les grandes entreprises, c'est des parcs qui sont énormes. On est des fois même plus de 20 000, 30 000 fournisseurs pour certaines marques. Et donc, on s'est dit, pour vraiment pousser les corporates à vraiment apporter de la transparence, la seule solution, c'est vraiment trouver une solution qui puisse être accessible à des grandes entreprises, donc parce que ça demande un budget important en fait, d'auditer et d'évaluer, et aussi accessible à des PME qui veulent, même s'ils n'ont pas l'obligation d'apporter un plan de RSE, obligation légale, de pouvoir aussi commencer à préparer un engagement de la marque. Et puis, de toute façon, ce qu'on a vu, les consommateurs ne se définissent pas sur une taille d'entreprise, ils se définissent, ils définissent leurs identités sur la base d'engagement d'une société, quelle que soit sa taille. Donc voilà, donc après, c'est vraiment un choix. Donc soit on commence par un diagnostic à la base de votre entreprise, des fournisseurs. Sinon, si vous êtes déjà avancé, que vous avez tous vos indicateurs et que vous savez déjà vers où vous voulez aller, dans ce cas-là, on applique
directement une évaluation en continu. Alors, pour le règlement, après, c'est à voir. Donc, c'est soit la marque qui va payer pour ses fournisseurs, ou alors c'est soit la marque qui va inviter ses fournisseurs pour payer les mensualités. Voilà. C'est libre à chaque entreprise de voir ce qui est le plus correct, le plus faisable. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, au final, Sana, pour compléter peut-être aussi la réponse, c'est qu'effectivement, donc ça vient de la marque qui investit, qui fait les premiers pas sur la transparence, d'avoir cette démarche. Mais au final, finalement, cet investissement, cette prise de valeur, elle va se retrouver sur la création de valeur et de confiance générée. Et donc, l'exemple d'Everline, c'est qu'il avait doublé son chiffre d'affaires grâce à cette confiance accrue. Donc, finalement, l'investissement qui est réalisé par la marque, elle va se retrouver dans un gain de chiffre d'affaires grâce auprès du consommateur. Donc, oui, c'est vrai. Oui, tu fais bien de rappeler ça. C'est vrai qu'Everland, entre 2017 et 2018, ils ont doublé leur chiffre d'affaires, ils sont passés de 50 millions à 100 millions en appliquant la transparence, ce qui est énorme. ouais. Et oui, de toute façon, toutes les marques qui ont appliqué la transparence, ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Donc, c'est vrai qu'en fait, il faut sortir de cette vision d'indicateurs économiques parce qu'aujourd'hui, c'est le sens qui va prendre le dessus. Même si c'est encore sclérosé, ancré dans nos mentalités, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré, le modèle économique des marques est c'est inversé. C'est déjà inversé. Donc, c'est soit la marque va accepter de se transformer. Il y a Marty et Neumeyer, je vous conseille de regarder Brand Flip, qui parle de ça. Donc, c'est soit la marque, elle va se transformer, soit la marque, elle va se faire renverser. D'ailleurs, le flip, il est à l'envers. Et là, on est vraiment dans un moment charnier où le consommateur, c'est le consommateur qui va décider du produit qu'il veut et un produit qui a du sens. Donc, c'est le sens. Un consommateur va acheter d'abord du sens parce qu'il appartient à une communauté et c'est le sens qui va prégner. C'est pas le produit va venir après. Donc, ça, Super. faut vraiment bien comprendre parce que le ROI, il est clairement positif et les dernières études, analyses d'investissement RSE, de ROI, sont très positifs. Et il y a une vraie rentabilité qui a été calculée, justifiée. Vous pouvez regarder le blog de Fairmakers. On a fait un article sur ça il n'y a pas longtemps, il y a un mois, sur à quand des indicateurs RSE plus clairs, où on parle de ça justement, de ROI et d'investissement RSE et des indicateurs. Super. Est-ce que Frédéric, vous avez les réponses à vos questions? Oui, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Super. On a une autre question plus pour Tikal. Donc, est-ce que Perrine peut nous renseigner? La question est la suivante. Traçabilité, c'est une chose. La traçabilité, c'est une chose, mais comment contrôler au niveau des exploitations la qualité de l'info recueillie? Par exemple, dans le textile, il existe des certificats de transaction pour s'assurer de la qualité, mais existe-t-il des dispositifs sur le terrain pour garantir que les contrôles sont bien faits? Car on peut mettre une fausse info dans la blockchain qui pourrait être véhiculée. Voilà. C'est Mathieu est là. Ouais, ça, je veux bien. Je vais raconter une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est pas dans le textile, mais il se passe la même chose. Hein, mais c'est assez illustratif dans le cacao. J'ai discuté avec des gens qui font c'est un cabinet d'expertise. Ils sont installés en Afrique de l'Ouest. Ils font l'expertise pour des compagnies d'assurance sur en particulier les exploitations de cacao. Quand vous discutez avec eux, ils expliquent qu'effectivement, quand vous avez du cacao sur une cargaison qui est garantie cacao d'origine durable à 75%, en fait, eux, experts qui vont sur le terrain, ils savent qu'en gros, il y en a moins de la moitié pour lequel c'est vrai. Okay, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a certaines exploitations, quand ils y vont, il y a un coup de fil qui est passé avant au village, que du coup, les gamins, ils sont enlevés des champs, qu'on va chercher des gens dans le village d'à côté pour les mettre dans les champs pour qu'il y ait quand même de bon nombre de travailleurs, que ce soit crédible, etc. Juste, ils le savent, en fait. Donc, la question de est-ce que la donnée en amont, elle est vraie, elle est fausse, c'est une question qui est intéressante, mais qui ne se pose pas différemment
avec des outils numériques, avec une blockchain, que ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est un petit peu sérieux, on sait qu'il y a un certain nombre de labels, de certifications, etc. Aujourd'hui, personne ne mettrait sa main à couper, au sens strict, du fait qu'effectivement, les engagements qui sont validés par ces labels sont réels. Donc, la question qui se pose, elle est double en fait. Elle est, comment est-ce qu'on arrive à mieux faire des audits sur le terrain, etc. Donc, par exemple, mieux savoir ce qui se passe dans les champs de cacao et les champs de coton. Peut-être qu'il faut envoyer plus d'acteurs sur le terrain, peut-être qu'il faut mutualiser des efforts d'audit, etc. Mais il y a un autre phénomène que je pense est plus important, finalement c'est un peu la logique de ce qu'évoquait Sana dans l'offre de FairMakers. C'est qu'en fait, je pense que le vrai sujet, c'est d'essayer de détecter là où il y a des problèmes, des incohérences. Je prends toujours cet exemple, mais je trouve qu'il est assez explicite. Imaginez que dans la pièce où vous êtes, vous ayez un capteur de température. Ce capteur de température dise qu'il fait 60 degrés dans la pièce. Quelle information vous en tirez? Pour de vrai, si on y réfléchit 2 secondes, seul, on peut en tirer 0 information. Là où vous pouvez en tirer de l'information, c'est si on croise la température donnée par ce capteur avec un sondage auprès de la personne qui est dans la pièce. En fait, c'était comment dans la pièce? Il faisait plutôt doux. Si je croise, il faisait plutôt doux avec 60 degrés, je peux en déduire une chose, c'est que probablement que le capteur est cassé. Et donc, je peux aller agir sur le capteur. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la seule bonne façon d'aborder la question de la véracité des données, si on peut dire, c'est en fait de le voir sous un angle de il faut croiser différentes informations. C'est ce que disait Sana sur je veux l'info du manager sur comment il voit son usine et je veux l'info des ouvriers sur comment est-ce qu'ils voient leurs conditions de travail. Et c'est en croisant ces 2 choses-là qu'on peut tirer ces 2 données finalement qui indépendamment sont ni vraies ni fausses, qui sont juste un point de vue. Et quand on croise ça, on peut extraire de l'information de ces 2 données et se dire soit c'est cohérent, donc ça correspond à une vue qui est partagée, donc ça doit être OK. Soit c'est pas cohérent, et il faut aller voir ce qui se passe. Parce que quand c'est pas cohérent, on ne peut pas non plus en déduire que c'est le manager qui est un salaud, pour reprendre l'exemple de l'usine, ou que c'est les ouvriers qui sont maltraités. Pour de vrai, on n'en sait rien. Il faut aller voir. Quand on a un truc incohérent, c'est bien dans la pièce, il fait 60 degrés, il faut aller voir. A priori, le capteur doit être en panne, mais il faut aller voir. Et c'est pareil dans les champs, peu importe ce qu'on fait. Mais du coup, pour être capable de faire ce croisement, en particulier quand c'est des données qui viennent de sources qui sont différentes, qui ont des intérêts divergents, etc., il y a une condition, c'est qu'il ne faut pas que les données soient trafiquées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles soient modifiées a posteriori. Il ne faut pas que je puisse venir dire, je reprends l'exemple de l'usine, je suis manager de l'usine, j'ai vu que mes ouvriers disaient que ça n'allait pas, je vais venir modifier mes déclarations. Il ne faut pas qu'on puisse agir sur les données une fois qu'elles ont été fournies. Et donc, c'est un des rôles essentiels d'une techno comme blockchain, je pense, dans l'échange d'informations à travers des acteurs différents. C'est de dire, une fois que tu as déclaré quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on va l'analyser et tu ne pourras pas venir modifier. Donc, même si tu viens rajouter quelque chose pour corriger, parce qu'il peut y avoir des erreurs, ça arrive, on saura que ça a été modifié. Voilà. Et ça permet de créer un mécanisme, à mon sens, qui est assez sain, où chacun est responsable, où on parle entre adultes, et du coup, on peut, shit happens, ça arrive, des problèmes dans la vie, c'est comme ça, on les détecte, on va les corriger, quoi. Mais au moins, on supprime toute la partie mauvaise foi, je viens trafiquer a posteriori, etc. Super, merci beaucoup, c'est passionnant. Il y a aussi, Mathieu et Sana, une autre question qui est hyper importante. Je pense que ça sera peut-être la dernière. C'est la question de la confiance. Comment établir la confiance entre effectivement le collaborateur, l'ouvrier dans l'usine et puis la remontée d'informations. Je pense qu'il y a un sujet par rapport à ça. Oui. Alors, je réponds très vite sur un truc, puis je te laisse la parole après, Sana. Non, mais... Moi, je pense que la confiance, je pense que ça passe d'abord par le courage.
je prends l'exemple des rappels produits parce que je pense que c'est le cas le plus simple. La confiance, elle ne vient pas du fait de dire à son consommateur sur le packaging mon produit, il est formidable. La confiance, elle naît le jour où il y a par exemple un rappel produit sur le produit et où on est capable de dire au client ça, cette boîte de lait, cette huile d'olive, etc., que tu as entre les mains, la bois pas, la donne pas à ton gosse parce qu'il y a un problème. Moi, industriel, j'ai eu un problème. Donc jette-le. Le jour où on est capable de dire ça, je pense qu'en fait, on est en train de créer une confiance phénoménale qui est le fait de dire, en fait, le reste du temps, quand je te dis que mon produit il est formidable, ben, il est vraiment formidable parce que j'ai le courage de te dire qu'il y a un problème le jour où il y en a. Pour moi, c'est la base de tout. Oui. Merci beaucoup. La question de la confiance était aussi au niveau donc des exploitations dans les champs. Et alors peut-être qu'effectivement la question elle est plus pour Sana, c'est comment tu établis et comment tu dis, ben, moi j'ai une solution qui va permettre d'écouter votre voix et d'être entendu. Et je pense que c'est un vrai sujet. Sana, si tu veux commenter. Oui, c'est un vrai sujet. Nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a fait en attendant de grossir aussi, c'est en fait, on a préparé un toolkit. C'est-à-dire, première phase, c'est qu'on donne un petit livret aux ouvriers pour leur apprendre ce que c'est que la conformité. Il y a aussi la façon de présenter l'outil. On ne vient pas leur dire on va venir vous contrôler. On dit voilà, on veut créer une coopération, améliorer dans le temps, les rassurer, leur dire oui, on sait que la situation ne sera pas parfaite et que évidemment, on sait très bien que le zéro risque n'existe pas et on est là ensemble pour améliorer les choses ensemble. Donc vraiment créer un lien de confiance dès le départ. En général, ce que je fais, c'est quand on fait un déploiement, j'assiste aux présentations et je demande à assister. Alors, des fois, on ne m'invite pas, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait, de l'importance de la confiance. Et une fois qu'ils se sentent en confiance, on a les évaluations. C'est vrai que le premier mois, ce que j'avais montré tout à l'heure, on va avoir des résultats qui sont géniaux. Et au fur et à mesure, à partir du 3e mois, on commence à avoir vraiment des données vraiment représentatives. Et ça, c'est des choses qu'on voit avec notre laboratoire de sociologie à l'Université de Lille, avec qui on fait un suivi régulier sur ça. Après, il y a l'autre façon, étant donné qu'on a 2 mois où on va avoir des données qui ne sont pas aussi représentatives de la réalité, ça peut être remplacé par des partenariats au local, à travers des ONG, par exemple, qui vont venir présenter la solution, rassurer les ouvriers. Et donc, ça, c'est possible aussi. Et donc, ça nous permet justement de gagner en temps, parce qu'on avait fait le test, on gagnait le temps du temps et d'avoir assez rapidement des données qualitatives. Mais en général, voilà, ils sont... ouais, donc ça, c'est possible aussi, mais effectivement, c'est un vrai sujet, la confiance. Ouais, donc en fait, effectivement, pour faire le lien, c'est la confiance en amont et en aval, la confiance auprès des workers, et puis finalement la confiance qu'on va pouvoir créer avec le consommateur, Ouais. ce que peut proposer Tilcal. Donc c'est super. Ouais. Très bien. Super. Très bien, très bien. C'est 12h23. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, il y a des beaux commentaires. Les participants sont ravis d'avoir... c'était très riche pour eux. Force voilà, c'est ce qui est important, c'est de leur apporter de l'information et de la valeur. Très bien. Ok, super. Je ne sais pas si les personnes encore présentes ont encore une dernière question. Ok, merci. Très bien. Merci. Super. Je crois qu'on peut donc conclure. Donc, merci beaucoup Sana et merci beaucoup Mathieu de Sana de Fairmakers, Mathieu de Tilcal d'avoir participé, d'avoir présenté votre solution. Encore une fois, on est dans un vrai changement de paradigme. Il y a un vrai shift qui est en train de s'opérer et moi je pense personnellement que il y a des vrais sujets pour les marques à les tacler. Bon, j'utilise un mot en anglais, mais voilà, c'est d'anticiper les problèmes. Il y a des solutions qui permettent d'anticiper au lieu effectivement d'attendre et que
les problèmes ou les scandales ils puissent tomber. En tout cas, ces solutions sont fortes, très fortes, apporteuses de très forte valeur ajoutée. Merci beaucoup, très bel après-midi. Le replay sera disponible sur la chaîne, la modeste chaîne des petits déjeuners de la Fashion Tech. Et puis, on fera circuler le lien. Et pareil, je mettrai à disposition les présentations, on va dire, sur une version short pour les participants. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.